pas réellement ni sur le monde abstrait, ni sur le mode abstrait, ni sur le mode existentiel, des rapports qu'entretiennent selon le schéma classique la vérité et l'erreur, ou le vrai et le faux, tout autant que le bien et le mal. Il n'est ni Parménide, ni Platon, ni Saint-Augustin. Ainsi, le voir en héros d'un quelconque scepticisme, et encore plus étrangement, comme le fait Hugo Friedrich, de l'agnosticisme, c'est enrôler dans un combat qui n'est pas le sien. Ces étiquettes ne conviennent pas à sa célèbre démarche ondoyante. Son rôle, ou plutôt son plaisir, est de déconstruire, en examinant comme si c'était la première fois ce qui tombe sur lui comme vérité ou comme erreur, comme vraisemblable ou invraisemblable, de telle façon qu'aucune représentation ne soit pour lui une contrainte. Lecteur d'Aristote, de Platon, de Saint-Augustin, de Cicéron ou de Sénèque, il en savait tout ce qu'il était nécessaire de savoir. Il n'ignorait rien du vieux combat symbolique entre l'âme et la vocation éternelle, et le corps à la destination mortelle, ou encore, plus métaphysiquement, des liens obscurs entre le temps et l'éternité. Mais sa tâche était plus modeste, au moins en apparence, celle pour laquelle, en tout cas, il se sentait une vocation était de saisir au vol, mais sans défaillance, les tours et détours de sa temporalité propre, non pour appréhender son essence, vain souhait, mais pour apprendre à l'accepter, en lui donnant droit de citer dans l'histoire de l'homme en tant que tel. Au terme de ce parcours inauguré par Montaigne, il y aura le temps perdu. Mais au début, il y a ce temps trouvé, incontournable, dont l'auteur des essais est à la fois le philosophe et le poète, mais surtout le nouvel édit, aux prises avec une énigme qui fait corps avec son être, énigme pouvant être décrite, mais pas résolue. Les essais peuvent être tenus pour la première phénoménologie spontanée de l'homme comme temps. Du même coup, Montaigne détourne l'écriture de son emploi universel de moyens de connaissance interchangeables ou de double spirituel de notre parole signifiante. Par là, il la convertit en invention d'écriture nouvelle, sans objet, car celui auquel il la réserve, la peinture de soi, une fois épuisée la poétique de la ressemblance qui la justifie, ne peut être atteint. En somme, Montaigne a inventé la littérature au sens propre. Et dans le même mouvement, cet exercice sans vraie matière que nous nommons la critique. Si l'on écarte la dimension anecdotique à laquelle nous devons par endroits des coups de sonde inoubliables dans le tréfonds de ce que l'on appelle l'âme humaine, le vrai sujet des essais n'est autre que l'acte, entre tous injustifiable et mystérieux, d'écrire le plus intransitif et fantomatique de nos actes. Personne, avant lui, n'avait pu ni su donner un corps à l'irréel, car personne, comme cet éternel enfant vieilli, n'était né par les jeux du hasard et de la chance à l'intérieur du livre, en l'espèce, les métamorphoses d'Ovide, Bible profane et sulfureuse, des improbables changements de la forme que nous appelons humaine. À première vue, l'aventure littéraire, mais elle est un peu plus que cela de Montaigne, ressemble à celle à venir, toute proche de la sienne dans le temps, celle de Don Quichotte. Pour tous les deux, la naissance a lieu à l'ombre, ou plutôt à l'intérieur du livre. Mais la démarche est inversée. Don Quichotte veut que la réalité se conforme au texte où sa vie idéale est déjà vécue. Cette vie idéale, d'ailleurs, ne lui appartient pas en propre. Elle est la forme pure de la réalité dont le modèle n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'a bien compris Unamuno. Il faut faire descendre la vérité du ciel sur la terre, au moment où elle s'éloigne. La défaite et la désillusion sont assurées d'avance. Montaigne
L'enfant ébloui et enchanté par les métamorphoses, comme nos enfants par Dada. l'adulte, trouvant chez Sénèque et Platon sa nourriture idéale, lit et découvre le livre comme livre, autrement dit comme jeu et fiction. Mais cette fiction a la propriété de le rendre réel et de le soustraire à l'ennui ou à la contrainte des obligations qui l'empêchent d'être libre et heureux. Toute sa vie a été modelée par le principe du plaisir. Cet homme, qui passe par le plus attentif à la trivialité, qui voudrait presque être pris pour Sancho, est un rêveur forcené. Mon royaume pour un cheval! Est une trouvaille de son plus génial lecteur, certes, mais sa devise fut bien moins celle devenue cliché de la suspension de son jugement que celle de « Mon royaume pour un coin de rêve !» Dans sa langue de seigneur, de sa volonté et de ses mots, il a appelé ce coin de rêve son arrière-boutique, ce lieu où il peut se retirer à loisir, ce lieu que personne d'autre ne peut occuper, espace de nudité du corps et de liberté de l'esprit pur et bienheureuse solitude. Comme un livre, précisément. Je crois que personne avant lui n'a su avec une aussi parfaite science que ce sont les livres qui nous lisent. Il en va de même de la parole, qui ne vit que de l'écho qu'elle suscite. La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Toutefois, pour se dire le plus universellement possible, il faut s'écrire. Il faut devenir livre, moins pour s'écouter que pour écouter l'autre, le monde ou l'autre soi-même, auquel nous n'accédons qu'en transcrivant de la façon la plus directe et la plus drue le livre que nous sommes. Ce n'est pas la réalité qui attend du livre son salut, comme le croit Don Quichotte. C'est le livre, quand il retrouve dans le réel sa fiction, qui nous libère tout ensemble de la réalité et de la fiction. Ce que Montaigne a compris, c'est qu'aucune réalité n'est plus fictionnelle que notre propre réalité, que le livre qui aurait un tel dessein, comme c'est le cas des essais, serait, sur le mode de l'antifiction délibérée, le plus fictionnel des livres.